Éric Merchet, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin, journaliste à l'opinion et puis également auteur, je cite votre dernier ouvrage, Sommes-nous prêts pour la guerre? Jamais un titre n'a aussi bien résonné. Les dernières heures ont été marquées par des frappes en Israël, notamment une frappe sur un hôpital dans le sud du pays. Ça donne l'impression que l'Iran est encore armé et peut-être du crédit à cette idée de missiles hypersoniques dont on parle beaucoup? Vous savez, les missiles, tous les missiles balistiques en fait sont hypersoniques. Donc, quand ils arrivent, ils volent à une vitesse supérieure à la vitesse du son. Donc, c'est pas tellement la question de la vitesse des missiles, c'est la question de leur précision. Et ce qu'on voit depuis plusieurs jours, c'est que les missiles iraniens ne sont pas très précis. Et pour être précis, il faut être capable de manœuvrer, notamment lorsqu'ils rentrent dans l'atmosphère, lorsqu'ils reviennent sur Terre. Donc, pour l'instant, d'après les derniers chiffres que j'ai pu voir, les Iraniens, ont tiré environ 400 missiles sur Israël. Et sur ces missiles, il y en a une grosse vingtaine qui ont atteint des sites dans les zones civiles. Donc c'est pas beaucoup en réalité, c'est même très peu. Ça veut dire que le taux d'interception est de 95%. Donc, en gros, le bouclier marche. Évidemment, il y a des trous dans le bouclier. Et surtout, les missiles ne sont pas très précis. Je ne suis pas sûr que les Iraniens visent l'hôpital de Beersheva. Je pense qu'ils visent plutôt des cibles militaires, des aéroports, des bases aériennes, etc., etc. Donc, voilà. Est-ce que le dôme de fer peut s'épuiser, c'est-à-dire par manque de munitions, par manque d'argent? Est-ce que ce dôme de fer peut avoir des mailles qui s'écartent? Bien entendu, bien entendu. C'est une question de course de vitesse entre le système de défense aérien et antimissile israélien et la capacité iranienne. C'est là celui qui s'épuisera le premier. Au rythme actuel, au rythme des Iraniens, c'est-à-dire si on en croit les chiffres qu'on a, ils auraient à peu près la capacité de faire encore à peu près la même chose que ce qu'ils ont déjà fait depuis jeudi dernier en termes de réplique sur Israël, c'est-à-dire de rester de continuer environ 6 jours, sauf s'ils font baisser le rythme de leurs attaques. Mais s'ils baissent le rythme de leurs attaques, ça donne beaucoup plus de grain à moudre au système de défense israélien. Donc oui, il y a une course de vitesse entre la défense et l'offensive. C'est un grand classique de la guerre. 400 missiles lancés, c'est pas énorme par rapport au stock de missiles que l'on supposait actifs en Iran. Pourquoi cette perte? C'est les frappes israéliennes qui ont détruit des missiles sol-sol, ou c'est simplement que c'était du mauvais matériel pas entretenu? Alors, je pense que ce n'était pas du mauvais matériel. D'après les chiffres, encore une fois, avec beaucoup de réserves, d'après les chiffres que donnent les Israéliens, juste au début de la bataille en cours de la guerre qui s'est déclenchée jeudi dernier, les Iraniens auraient possédé environ 2000 engins divers, c'est-à-dire des missiles balistiques, des drones, des missiles de croisière, etc., qui pouvaient atteindre Israël. La moitié de ces engins auraient été détruits par Israël avant même qu'ils soient tirés, c'est-à-dire sur leur base. Il en resterait donc la moitié. Sur cette moitié, en gros, la moitié a déjà été tirée. Et donc, il en resterait un quart de ce que les Iraniens avaient au départ, sachant que leur capacité d'en produire de nouveau a été très affaiblie, très réduite par d'autres frappes israéliennes au mois d'octobre et évidemment depuis jeudi. Donc effectivement, d'une certaine manière, on peut dire que le barillet de l'armée iranienne est en train de se vider. Toute la question est de savoir s'il se vide plus vite que celui de la défense aérienne israélienne. Avez-vous été surpris par l'absence totale de l'aviation iranienne? Le ciel est à nous, dit Trump. Oui. Non, je ne suis pas vraiment surpris. Je suis surpris de la vitesse à laquelle ça a eu lieu. Alors, l'aviation iranienne est inexistante en réalité. Leurs avions sont des avions qui datent des années 70, qui n'ont pas été modernisés. Donc, ils ne jouent absolument pas dans la même cour que l'armée israélienne ou les armées occidentales. En revanche, la capacité d'Israël de détruire le système de défense aérienne, c'est-à-dire la détection et les missiles qui partent du sol pour abattre les avions, ça a été extrêmement rapide. Les Israéliens avaient commencé au mois d'octobre, ils ont ouvert la route d'une certaine manière entre Israël et l'Iran.
notamment en dégageant tout ce que les Iraniens avaient installé en Syrie, puis en partie peut-être même en Irak et en tout cas en Iran. Mais aujourd'hui, oui, la maîtrise est à peu près totale. Un responsable israélien disait hier ou avant-hier, nous avons la maîtrise du ciel entre Israël et le Turkménistan. Dans toute cette région, les avions israéliens volent librement. La clé maintenant militaire, c'est l'éventuelle frappe américaine avec ces fameuses bombes perforantes pour aller au plus profond des sites nucléaires? Oui, ça peut être ça. C'est-à-dire là, ça vise un endroit très particulier qui est le centre d'enrichissement d'uranium de Fordo, qui est enterré sous une montagne, sous des dizaines et des dizaines de mètres de rochers et de béton. Les Israéliens n'ont pas l'arme nécessaire pour le faire. Les Américains l'ont, ça s'appelle la bombe GBU-57. Elle ne peut être mise en œuvre, c'est-à-dire lancée, que par un seul type d'avion que seuls les Américains possèdent. C'est un énorme engin, cette bombe est un énorme engin qui fait près de 14 tonnes. Elle est mise en œuvre par un avion qui s'appelle le B-2. Jamais les Américains n'ont vendu à quiconque de B-2 et ils ne les prêteront pas à Israël. Donc soit ils s'engagent aux côtés d'Israël pour détruire le site de Fordo, soit ils ne le font pas. Ça, c'est la question politique qui n'est pas réglée. Mais il y a d'autres manières sans doute de détruire, ou en tout cas de neutraliser, comme on dit, le centre de Fordo. Ce serait de détruire les accès, les entrées, les tunnels de rentrée dans le site, tous les systèmes d'aération, les systèmes de fourniture d'énergie, d'électricité, etc. Donc, sans même percer ces dizaines de mètres de rochers et de béton, il serait sans doute possible de neutraliser ce centre d'enrichissement d'uranium enterré. L'Iran menace de riposte sur le détroit d'Ormuz. Que peut faire clairement l'armée iranienne dans ce fameux détroit qui fait quand même 50 kilomètres? Oui, alors l'armée iranienne a effectivement depuis des années et des années développé des systèmes, notamment avec des bateaux très légers, des vedettes en quelque sorte, bourrés d'explosifs, qui pourraient conduire des missions suicides sur les bateaux, les pétroliers qui transitent dans ce secteur. Donc il faut imaginer une bataille navale avec des centaines ou des dizaines en tout cas de tout petits bateaux, des vedettes de quelques mètres de long, bourrés d'explosifs qui pourraient effectivement dans des missions suicides attaquer les bateaux et effectivement aussi des missiles tirés depuis la terre. On a vu que ça marchait. Les Ukrainiens ont réussi à porter des coups très durs à la marine russe en mer Noire. Les Houthis du Yémen ont porté des coups très durs au trafic maritime international en mer Rouge, au large du Yémen, à partir de la terre. Donc oui, il y a un risque clair que les Iraniens puissent faire des choses dans le détroit d'Ormuz. S'ils attaquent le détroit d'Ormuz, évidemment, là, la guerre, s'ils tentent de bloquer le détroit d'Ormuz, la guerre rentre dans une dimension beaucoup plus internationale, puisqu'elle impliquerait sans doute assez rapidement les Américains. Un règlement négocié exigeant, c'est ce que propose Emmanuel Macron pour sortir de ce conflit. Qu'entendez-vous par cette expression? Je n'en sais rien et je ne suis pas sûr qu'il le sache lui-même. La France a simplement envie d'exister dans un dossier où elle n'existe pas. Enfin, en tout cas, elle fait semblant d'exister. Donc là, c'est un peu des mots, je dirais, un peu en l'air pour essayer de se remettre autour d'une table à laquelle nous ne sommes pas invités. Comment se termine ce type de conflit? Vous pensez qu'on est parti pour des mois de guerre parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter, ou que c'est quelques jours ou quelques semaines et après il y aura l'un des deux qui s'arrêtera? Écoutez, ce qui est surprenant, c'est la vitesse à laquelle les Iraniens sont touchés aujourd'hui, la fragilisation du régime. On ne sait pas si ce régime pourra perdurer ou s'il tombera. Des mois, non, j'imagine pas, ne serait-ce que pour les raisons qu'on a évoquées au début de l'entretien, c'est-à-dire le nombre de munitions dont disposent les uns et les autres. Je pense que l'Iran va vite arriver au bout de son arsenal. C'est une question sans doute de semaines, en tout cas pas de mois. Vous savez, les guerres, elles se terminent parfois soit par un accord de cessez-le-feu entre les deux, soit par la victoire de l'un sur l'autre. Et nous sommes aujourd'hui plutôt, à mon sens, dans l'idée d'une victoire de l'un sur l'autre, d'une victoire militaire de l'un sur l'autre, qui ensuite
donc d'Israël sur l'Iran, qui ensuite ouvre la voie à des discussions politiques. Mais là, il est vraiment trop tôt pour le savoir. Êtes-vous surpris de l'isolement diplomatique total de l'Iran? La Chine ne bouge pas, la Russie ne dit rien. Oui, l'Iran est dans une très très mauvaise posture. D'abord, l'Iran a perdu tous ses alliés, ses proxys, comme on dit, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, La Syrie. le régime syrien, évidemment, en premier chef. Donc, il a déjà perdu tous ses instruments qui permettaient de peser sur Israël et voire de menacer Israël si Israël décidait de l'attaquer comme il l'a fait. Et puis, il y a cet isolement, effectivement, vous avez raison de le souligner, de la Chine qui se tient à l'écart et de la Russie qui, d'abord, la Russie est très, très occupée par la guerre d'Ukraine. Elle n'a absolument pas les moyens de soutenir l'Iran. Au contraire, c'est plutôt l'Iran qui fournissait des armes à la Russie jusqu'à présent. Et effectivement, la Russie a toujours une relation, on va dire, la Russie ne veut pas rompre avec Israël. Il y a pas de, même si la Russie est plutôt dans le camp iranien, elle maintient quand même de très bonnes relations avec le gouvernement Netanyahou. Donc oui, l'Iran est isolé. Pour l'Iran, et je dirais même sans doute plus encore, le gouvernement, le régime iranien est isolé d'une grande majorité de sa propre population. Alors vous couvrez le salon du Bourget pour l'Opinion. Des stands israéliens ont été recouverts de toile noire, boycottés. Quel impact ça a sur le salon? Alors d'abord, j'ai trouvé que c'était une mesure absolument ridicule. C'est grotesque. Enfin, soit on accepte que les gens viennent, soit on accepte qu'ils ne viennent pas. Donc il y avait déjà eu des polémiques lors de précédents salons d'armement, l'armement Eurosatori, Euronaval, où le gouvernement français avait essayé d'interdire aux Israéliens d'être là. Là, ils disent, bon, bah, écoutez, il faut que vous soyez là. Alors, vous ne pouvez pas montrer vos armes offensives. Écoutez, tout ça me semble... je pense que ça témoigne effectivement de la difficulté de la France de se positionner. C'est-à-dire, on a beaucoup utilisé le terme du « en même temps ». On est en même temps pour soutenir Israël, le droit d'Israël à se défendre, et on est en même temps pour des solutions négociées politiques, et on est en même temps pour ne pas choquer une partie de l'opinion publique de la gauche radicale ou des milieux islamistes qui vomissent Israël tous les jours. Donc, on fait donc au final des choses incohérentes et ces rideaux noirs mis devant le stand israélien. D'ailleurs, les Israéliens ont réagi avec beaucoup d'humour en mettant des slogans. Désolé, on n'est pas là, on est à Téhéran. Voilà, c'est écoutez, assez. Voilà. Jean-Dominique Merchet, Sommes-nous prêts pour la guerre? C'est votre dernier ouvrage chez Robert Laffont. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité à 7h45 sera Jacques Attali. À demain.